Issa Chiroma faisait partie du gouvernement et ce ne sera pas le premier cas dans l'histoire de l'humanité où quelqu'un quitte un gouvernement venir le battre. Macky Sall faisait partie du gouvernement de M. Abdoulaye Wade. Et il a pulvérisé Abdoulaye Wade. Puisque le terme pulvérisé ne vous plaît pas beaucoup, je le réutilise. Donc pour vous dire que ce que vous dites n'est pas tout à fait... Et vous prétendez également que les gens ont accepté le code électoral et qu'ils doivent pouvoir accepter les règles uniques qui y figurent. Je vais vous dire une chose. Vous avez... On interprète un texte dans le sens... On interprète une loi dans le sens qui lui fait produire des effets, et non dans le sens contraire. Parce que je comprends que vous fassiez allusion de ce que vous n'êtes pas juriste et que bon, c'est un terrain savonneux sur lequel vous glissez facilement. On vous dit, l'article 113 dit qu'on publie et que les résultats sont rendus publics. Si les résultats sont rendus publics, ça veut dire que tout le monde peut en avoir connaissance. Oui. Le conseil conseiller ne fait qu'arrêter les résultats qui sont déjà connus. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui qui fait l'addition, c'est pas lui qui donne c'est pas lui qui donne les résultats qui sont sortis des urnes. Vous comprenez? Donc il fait un travail de centralisation. En fait, même c'est pas lui de centralisation, c'est la commission. Il se prononce parce que c'est la commission nationale de recensement général des votes qui est membre en 2018 qui fait ce travail-là et ensuite le travail. Il est le juge de la régularité de l'élection. D'accord, donc il est le juge de la régularité de l'élection. Donc il faut parler de ce qu'on ne connaît pas. Et il dit également qu'il a parlé que tous les partis politiques sont représentés dans les commissions. Je voudrais également vous préciser que dans les commissions, il y a plusieurs personnes qui ont été violentées. Ça a été violenté. D'ailleurs, les échauffourées qu'il y a eu à Bafoussam, qu'il y a eu à Tchang, qu'il y a eu ici à Bonamoussa, c'est parce que l'information a circulé que les représentants des partis politiques étaient en train d'être séquestrés et qu'on voulait les contraindre à signer des PV qui n'étaient pas conformes à la réalité. Il ne faut pas faire quoi que le seul fait d'avoir les membres de la commission garantit la sincérité du résultat qui va en sortir. Qu'est-ce qu'on va dire de certaines villes comme Baganté où les gens sont comportés carrément comme des potentats, où on a tout traficoté, où on vous dit même que les membres de commission fuient avec les procès-verbaux. C'est inacceptable. Donc ne dites pas que parce qu'on est dans la commission que les choses sont déroulées de manière convenable. C'est notre pays. Moi je souhaite que tous mes enfants vivent au Cameroun, qu'ils puissent y faire leur vie. Donc je ne viens pas à la télévision pour jeter de l'huile sur le feu. Non, c'est pas ça le sens. Mais ce qui malheureusement peut générer des situations incontrôlables, c'est la fraude, c'est l'injustice électorale que semblent vouloir nous imposer les acteurs du processus électoral. C'est la tricherie qui crée la haine. Quand quelqu'un a perdu, il reconnaît sa défaite et il salue son adversaire. Mais lorsqu'on a le sentiment, pas seulement le sentiment, mais même la conviction, que tout est organisé pour que les choses se déroulent dans un sens qui favorise un candidat au détriment des autres, c'est ça qui crée les tensions et non le contraire. Et il faut qu'on puisse le dire pour que M. Bidjima puisse comprendre que nous ne sommes pas des ennemis de la République. Nous sommes amoureux de la République. Nous aimons ce pays. Dont nous ne sommes pas contents de voir l'état actuel. Autrefois, même M. Bidjima, ce n'est peut-être pas le sujet. À l'approche des élections, on essayait de nous boucher les trous, les nids de poules. Aujourd'hui, on ne nous a rien offert pour les élections. Il y a même les routes électorales. On n'a rien eu. Mais vous voulez nous prétendre que oui, que vous êtes les plus beaux, que vous avez gagné et autres. Non. Je vous dis que ce n'est pas le cas. Je poursuis. On me dit, on veut parler de l'ECAM. Les bons points. Il était très gentil. Pour moi, l'ECAM, c'est 0 sur 20. Et je vais le dire. Mais vous êtes sévère. Je dis, l'ECAM, c'est 0 sur 20. Je vois encore l'encre indélébile sur votre doigt. Oui, là. il y a l'encre indélébile sur mon doigt. Ça peut pas être 0. Si j'ai l'encre indélébile sur mon doigt et qu'après on peut traficoter les PV, ça c'est à quoi? C'est le folklore. L'encre indélébile, c'est du folklore. C'est 0 sur 20. Je dis pourquoi. Les représentants de l'ECAM ne savent pas tenir leur rang. Le ministre de l'administration territoriale ne peut pas convoquer le directeur général de l'ECAM avant une élection. Et il se rend là-bas alors qu'il est militant d'un parti politique. Et l'ECAM ne peut pas, pendant la phase préélectorale, être en contact permanent avec les leaders de partis politiques. Les inviter par une succession de correspondances. Et lorsqu'il faut proclamer les candidatures, lorsqu'il faut choisir les candidatures, et l'ECAM évince le candidat présenté par un parti qu'on appelle le Manidem. Ça, c'est le rôle de l'ECAM. Parce que les gens pensent que
Les gens pensent que l'élection se limite seulement au jour de l'élection. Mais non. Ils l'ont évincé. Mais toujours, s'agissant de la préparation des élections, je suis un des premiers à avoir engagé les recours pour demander la publication de la liste électorale nationale. On a saisi toutes les juridictions. Le juge judiciaire, on a saisi le juge administratif, on a saisi le conseil constitutionnel. Chacun a refusé de jouer le rôle qui était le sien. Et les CAM, donc dès le départ, n'étaient pas habités par des intentions nobles. Et les CAM, qu'il faut-il le rappeler, est constitué en majorité, sinon exclusivement, d'anciens militants du RDPC, qui n'ont pris le soin sur eux qui démissionnaient que pour pouvoir prêter serment dans le cadre de leurs fonctions. Donc c'est un organe, de mon point de vue, un organe gagé pour faire gagner un candidat. Je poursuis. Nous arrivons dans le cadre de l'élection proprement dite. Les méthodologies de l'ECAM, le matériel de l'ECAM est fait pour pouvoir travestir le résultat de l'élection. Pourquoi est-ce que les feuillets du milieu, qui sont ceux qui contiennent les résultats, ne prévoient pas la signature des différents membres des commissions? On inscrit les noms au début et on signe à la fin. Pourquoi on ne signe pas au milieu? Or, le corps de l'affaire... Mais ils doivent signer au milieu, ils doivent griffer toutes les pages. Non, il ne s'agit pas de griffer, monsieur, parce que la griffe, tout le monde peut griffer. Je vous dis que la griffe, tout le monde peut griffer. Moi, je suis avocat. Lorsque j'ai un de mes clients qui va signer un contrat, il ne griffe pas, il signe toutes les pages. Et une élection, un procès-verbal d'élection, c'est un acte d'une gravité particulière parce que ça engage la vie de la nation. C'est vrai. Alors donc, on doit signer toutes les pages et mentionner, il doit signer et mettre le nom et tout, et mettre le nom. Or, tel que c'est organisé, le matériel électoral ne permet pas aux différents membres de pouvoir sécuriser de manière optimale le résultat de l'élection. C'est pourquoi on vous dit qu'on peut facilement retirer les PV et en faire ce qu'on veut. On vous a dit ici là que la commission communale est censée transmettre les résultats dans les délais de 48 heures. Mais on vous a dit ici qu'il y a des commissions communales qui l'ont fait après 72 heures. Peut-on en réalité assurer la sincérité des résultats de d'une telle nature? C'est les questions qu'il faut se poser. Alors, tous les présidents des bureaux il y a le président des bureaux des commissions locales, qui sont représentants de l'ECAM, qui ont été surpris en train de faire les tripatouillages. Aucun n'a été interpellé. Et l'ECAM, le conseil électoral, la direction générale, n'ont pris aucune mesure pour se désolidariser des différentes personnes en question. Pour qu'on puisse dire que ce sont des éléments égarés qui auraient posé ces actes-là et non l'institution. Le silence de l'ECAM, le silence de l'institution, le silence de la direction générale de l'ECAM, le silence du conseil électoral démontre de plus fort que ce qui est fait par les gens sur le terrain bénéficie de la caution morale, si ce n'est implicite, au moins tacite, de ceux qui sont censés diriger l'ECAM, qui dès le principe de l'élection, dès le départ, ont brillé par la volonté de travestir la vérité des urnes. Non-publication de la liste nationale, éviction brutale des candidats, tripatouillage des différents procès-verbaux. Pourquoi est-ce qu'on accepte qu'il y ait des échauffements? Pourquoi est-ce qu'il y a des échauffourées? Vous croyez que les Camerounais ne s'aiment pas? Que les Camerounais veulent aller brûler le tribunal de Tchang? Je suis contre le vandalisme. Je suis avocat. Je suis contre le vandalisme. Je dis, il faut soigner les causes et non les conséquences. L'État joue son rôle en arrêtant, en embastillant ceux qui commettent ce type d'acte. Mais seulement, il faudrait que les différentes personnes qui interviennent fassent le travail qui est le leur. Les élites doivent également jouer le leur. Les élites ne peuvent pas se réduire à être des agents actifs de la corruption morale, de la corruption électorale. On est à la barbe de l'ECAM, qui joue le jeu. C'est inacceptable. Donc, de mon point de vue, tout ce qui se passe là aujourd'hui et qui semble être en train de mettre le feu aux poudres, et l'ECAM apporte une grande part de responsabilité. Si l'ECAM avait fait, comme il a dit, publier les tendances, si l'ECAM avait publié les tendances, je peux vous garantir qu'au fur et à mesure, depuis les commissions communales, les commissions départementales de supervision seraient dos au mur. Et également, les délais qui sont accordés à l'ECAM sont des délais exceptionnellement longs. Exceptionnellement longs. Et j'ai entendu tout à l'heure dire que nous avons cité les règles du jeu. Les règles du jeu nous sont imposées.
nous sommes imposés par la démocrature camerounaise que les gens appellent démocratie. Parce que c'est ça, en fait, nous sommes une démocrature. Parce que nous avons les signes, nous donnons les signes extérieurs de la démocratie, mais en réalité, nous sommes un pays qui refuse la démocratie. Qui refuse la démocratie. Ceux qui sont censés prendre la parole pour pouvoir défendre les intérêts de la République, ils le font de manière inacceptable. Je finis pour sortir avec le Conseil constitutionnel, parce que c'est tout le processus électoral. Dans ce pays, nous avons vu un ministre de l'administration territoriale qui a travesti le site internet de son ministère. On a travesti le site internet de son ministère. J'ai vu comment est-ce qu'on a même pris les décisions pour donner acte à un candidat, à lui des actes et qui n'existait dans aucun autre dossier. Le seul dossier qui avait une décision de donner acte à M. Yepla de ce qu'il aurait déposé sa candidature. C'était son dossier. Il y avait une lettre du ministre qui disait que donne acte à M. Yepla s'il a déposé sa candidature. Pourquoi lui et pourquoi pas tous les autres candidats? Il faut se poser des questions. Le système est conçu pour pouvoir empêcher les CAM et les autres acteurs du processus électoral de jouer le rôle qui est le leur. C'est inacceptable. Il faut qu'on puisse le dire pour que chacun sache à quoi s'en tenir. Nous n'accepterons pas, pour sortir, nous n'accepterons pas les résultats travestis qui volent les espoirs du peuple camerounais. Les Camerounais ont aussi droit à la justice électorale. Et c'est ce que nous réclamons, la justice électorale. Nous en avons besoin et vous nous la donnerez. Maître, est-ce que on va peut-être rentrer là dans les leçons qu'il faut tirer de cette élection présidentielle sur les cas d'incivisme observé? Est-ce qu'il n'y a pas un vide juridique lorsqu'on parcourt ce code électoral? Parce que lorsqu'on regarde un code comme celui du Sénégal, il indique de façon claire les infractions et les sanctions qui sont appliquées dans le cas de ces infractions-là. Est-ce que dans le cas du Cameroun, on ne devrait pas y penser? Parce que là, vous avez parlé, par exemple, des cas des personnes qui ont été surprises en train de faire des fraudes, et ainsi de suite. Mais il me semble qu'à ce niveau, il y aurait peut-être un vide juridique qui peut peut-être justifier l'inertie ou l'immobilisme des acteurs. Il n'y a pas de vide juridique. Il n'y a pas de vide juridique. Malheureusement, la justice ici chez nous, je le regrette d'avoir le dit, fonctionne en fonction des logiques de pouvoir, en fonction des intérêts de ceux qui, en fonction des intérêts des tenants du pouvoir. Une chose, par exemple, pour vous donner un indice, la plupart des avocats qui ont déposé les requêtes pour avoir les huissiers de justice sur toute l'étendue du territoire national pour pouvoir faire les constatations de fraude, aucun président du tribunal n'a signé l'ordonnance. Il y a une des rares personnes qui l'avait fait ici, là, que Dieu ait son nom, Madame Karimou, elle était présente ici à l'époque du tribunal de Prince Douala Bonanjo, une magistrate ayant une certaine indépendance. C'était l'une des rares que j'ai vu. J'ai quand même une certaine expérience du contentieux des élections. Elle s'était permise de signer. Les autres ne le font pas du tout. S'agissant des autres actes, il y a le faux, usage de faux, parce qu'en réalité, ce sont des actes publics. Donc quand ils falsifient le procès-verbaux, si le procureur doit immédiatement mettre en banc la machine. Et lorsque les gens sont arrêtés très souvent, il y a les policiers qui sont dehors. Les policiers, ils sont pris en état de flagrant, c'est le flagrant délit. Donc en réalité, si même les policiers jouent le rôle qui est le leur, ces personnes seraient immédiatement arrêtées et elles seraient entendues. Et la justice allait se mettre en branle immédiatement. Donc, le dispositif juridique camerounais n'est pas le plus mauvais, n'est pas le plus mauvais du monde. Le problème, c'est que les acteurs ne jouent pas le rôle qui est le leur. Oui. Ou bien ils ne jouent leur rôle que lorsque ça arrange les tenants du pouvoir. Je voulais juste pour permettre justement de développer là-dessus. Lorsque vous regardez, je parlais tout à l'heure du code électoral sénégalais qui indique qu'au niveau de l'article 95, par exemple, c'est un exemple, quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, à soustraire, ajouter ou altérer des bulletins ou un nom autre que celui inscrit sera puni d'un emprisonnement de 6 mois et de 10 ans au plus. C'est un exemple. On a d'autres dispositions, l'article 96, 97, qui parle même des amendes. Quiconque est rentré dans un lieu de vote avec une arme apparente sera passé d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA. Alors, Edmond, j'espère que votre note va permettre de moduler
vous voyez un peu de quoi je parle, on en parlait à l'université, il a donné 5 sur 20, non 5 sur 10. 5,5. 5,5. Maître Ngwana a donné 0. On ne donne pas sa note, il doit justifier. À l'université, on ne donne pas des notes comme ça. Quelqu'un est quand même arrivé à l'université. Bon, je ne sais pas de quelle université vous parlez. L'université électorale. Parce que et puis, les bons et les mauvais points de l'ECAM pour cette élection. Non, je partage ce que Maître Ngwana et Sor ont dit tout à l'heure par rapport aux bons comme par rapport aux mauvais points. Je voudrais peut-être ajouter ou renforcer sur chacun des aspects qu'il faut noter. Certes, dans l'amélioration, les choses sont améliorées quand même dans l'organisation matérielle. C'est-à-dire que dans la plupart des bureaux de vote où je suis passé, j'ai constaté qu'à 8 heures, c'était déjà ouvert. À 18 heures, on arrête, on fait le dépouillement et les résultats sont rendus publics. Vraiment, ça dit que de l'ouverture du bureau de vote jusqu'au dépouillement, je crois que globalement, les choses sont passées sans incident. Et d'après même nos correspondants dans les autres localités du pays, ils nous ont dit que les choses se sont globalement, normalement passées. Les problèmes commencent avec l'acheminement des PV, des commissions locales, vers les commissions locales et ensuite vers les commissions départementales. Et surtout au niveau des commissions départementales. Tous les échauffourées que vous avez vus là, c'était quand les PV étaient au niveau des commissions départementales. Que ce soit à Bafoussam, à Tchan, et même les événements auxquels on assistait ici, à Douala, au niveau de l'ECAM, Bonamou Sadi, Douala 5e, c'était toujours à cause des PV, à cause de, visiblement, parce que là, l'ECAM n'a toujours pas démenti jusqu'aujourd'hui, parce qu'il y a des accusations fortes. On aurait vu des personnes en train de voter à l'ECAM, plusieurs jours après le jour du vote, en train de voter dans les urnes. On aurait séquestré un représentant du FSNC au bureau de l'ECAM, Bonamou Sadi, Douala 5e. Bafoussam aussi. Ça, c'est la régionale a été séquestrée. Même comme, je ne sais pas pour quelle raison, lorsqu'on l'a interrogée, elle a dit qu'elle n'a pas été séquestrée. Mais tout le monde comprenait bien qu'elle a dû le dire ainsi face aux médias pour subir moins de pression de la part de ceux qui l'avaient effectivement séquestré. Il y a eu une sortie du président du FSNC. Sur la question, voilà. Oui, pour dire qu'effectivement, ce type de menaces d'intimidation ne sont pas de nature à honorer le processus démocratique au Cameroun, y compris le rôle de l'ECAM, y compris des membres de la commission départementale, qui doivent jouer un rôle prévu par la loi et non un rôle de menace d'intimidation et un rôle partisan au profit d'un candidat au détriment des autres candidats. J'étais dans les points positifs et négatifs. Dans les points négatifs, c'est ce que je viens de signifier. Et l'ECAM, il faut le dire également, je partage ce qu'a dit Sor tout à l'heure, sur le manque de formation, probablement, de certains agents de l'ECAM. Parce qu'ils donnent l'impression parfois de ne pas assumer le rôle qui leur est imparti dans les bureaux de vote. Ils semblent spectateurs là où ils doivent être acteurs. Et là, ça pose un réel problème sur l'indépendance de l'ECAM au niveau du rôle que doivent jouer les membres dans les bureaux de vote. Ils doivent jouer un rôle majeur. Parce que rappelez-vous toujours ceci, ce que dit les textes. C'est le PV de l'ECAM qui fait foi. Or, si le PV de l'ECAM fait foi, il ne faudrait pas que le PV de l'ECAM soit de nature à être contesté par un camp comme dans l'autre, comme un autre camp. Il faudrait que ce soit véritablement le PV obtenu dans chaque bureau de vote. Le même PV que les représentants d'autres formations politiques présents dans le bureau de vote. Même si, et ça c'est aussi important, même si tous les autres représentants ne sont pas présents, il faudrait que l'ECAM ait eu, n'est-ce pas, la possibilité de mentionner uniquement et exclusivement les résultats sortis dans ce bureau. Je voudrais à ce sujet justement expliquer, tout à l'heure je parlais de certaines dispositions de la loi portant au code électoral au Sénégal. C'est prévu que lorsqu'il y a contestation, ou bien lorsqu'il y a des PV qu'on ne retrouve pas, qu'on s'appuie sur les PV des 2 tiers
des partis politiques ou bien des représentants qui étaient dans le bureau de vote. Je veux dire, parce que vous avez parlé tout à l'heure, en cas de contestation. En cas de contestation, oui. Donc, dans le cas du Sénégal, par exemple, on regarde les PV des 2 tiers. Et on prend ça en compte. Je pense que ces dispositions, on devrait pouvoir y réfléchir et en tenir compte également dans le cadre de la modification de certaines dispositions du code électoral. Parce que quand on dit les 2 tiers, cela fait en sorte que la manipulation ou la falsification qui est faite sur le PV de l'ECAM soit de plus en plus relative. Parce qu'il faut absolument confronter les différents PV pour savoir qu'est-ce qui est vrai. Parce que le PV de l'ECAM fait foi justement en cas de contestation. Oui, effectivement, c'est ça. Voilà. Je voudrais également noter un des points importants dans ce processus, parce que tous les acteurs sont impliqués, notamment dans la collaboration qu'effectue le MINAT. C'est un aspect important. Le rôle du MINAT, c'est 2 aspects, la collaboration et l'appui logistique. Et enfin, à côté de l'appui logistique, c'est l'encadrement sécuritaire qui a été évoqué tout à l'heure. C'est important. C'est une collaboration importante au niveau de l'appui logistique pour aider à transporter le matériel, pour encadrer au niveau sécuritaire, comme on voit la police qui est présente là, autour des bureaux de vote. Mais il est important. Et la loi l'a dit. La loi, le code électoral l'a dit. Et l'ECAM n'a d'ordre à recevoir d'aucune autorité publique, ni de personnes, qui soient du secteur privé ou du secteur public. C'est une institution indépendante. Donc il n'est pas normal, ça a été dit ici, je partage cela, que le MINAT convoque le directeur général de l'ECAM et qu'il vienne à la convocation et écoute des instructions. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'esprit de la loi. Et cela fait en sorte que lorsque l'ECAM est appelé à agir sur le terrain, on note tout ce qu'on est en train de noter. Et c'est qui crée les échauffourées. Parce que l'ECAM se comporte comme un organe annexe du RDPC d'un. Et l'ECAM se comporte également comme une sous-direction du MINAT. Or, lorsqu'on a créé l'ECAM, après, parce qu'il faut rappeler l'histoire, c'est après les élections de 92, notamment la présidentielle d'octobre 92, qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu un certain nombre de suspicions que l'on pourrait constater aux élections. Il y a eu les municipales de 96 qui ont donné le ton positivement par rapport à l'opposition. On a vu le SDF qui avait remporté pratiquement toutes les communes ici à Douala. Mais les autres élections présidentielles après 92 ont donné l'impression qu'on peut douter du rôle que joue le MINAT. C'est pour cela qu'il y a eu des concertations entre les partis politiques, la société civile et le gouvernement. On a eu ONEL, Observatoire National des Élections. Mais le rôle réducteur de l'Observatoire National des Élections, malgré son statut qui a légèrement évolué, ONEL 1, ONEL 2, il a fallu avancer pour montrer qu'on a véritablement besoin d'une commission électorale indépendante. On fait preuve de beaucoup de maturité. Et il reste aux institutions d'en faire de même. Je m'en vais sortir avec des anecdotes. Vous savez, nous aimons le football. Et on ne peut pas demander à des gens qui étaient au stade et qui ont vu un score de ne pas dire qui a gagné. Même si après la chambre d'homologation annule le match. Et je m'en vais dire à M. Bidima, je prends un cas, le PV de Mungo. Il est clairement écrit dans ce PV que les antennes communales de Loum et de Djibombari ont apporté les PV le 15. Les élections ont eu lieu le 12. Donc ils ont dépassé largement le délai de 48 heures qui est précis. Qu'est-ce qu'on fait de ces PV? Non, mais il faut vérifier. J'ai la... Voici, attendez, je finis. C'est signé. Le PV est signé par toutes les parties prenantes. Voici ça. Nous sommes collaborer à cette information qui n'est pas vérifiée, vérifiable. C'est de ça. Le Conseil constitutionnel seul peut dire je pense que il y a eu beaucoup d'éléments comme ça. Je vous parle de la photographie de l'élection. Parce qu'elle est publique, hein. C'est la manipulation. Non, c'est public. Les leçons sont telles que il faudrait que les institutions concourent à donner au peuple camerounais le sentiment que la vérité sera respectée. On n'a pas dit qu'elle sera en faveur de X ou de Y. On sait qu'elle existe quelque part. Et nous appelons au peuple camerounais que si jamais leur volonté, d'après eux, ne semble pas suivie, qu'ils restent calmes et qu'ils se mettent au travail pour qu'à la prochaine séance, qui sera une sorte de match remake, la sanction soit telle que le vol soit impossible. C'est-à-dire que même le diable puisse avoir les mains liées pour changer le résultat.
Encore cette affaire du diable. Maître Moustapha Ngwana, les leçons qu'il faut tirer en sorte d'élection. Cette élection a mis en perspective la soif de changement des Camerounais. Les Camerounais ont exprimé au plus haut point cette soif de changement qui, de mon point de vue, ils ont étanché par le vote sanction que moi j'ai constaté le 12 octobre au soir. J'ai également noté une chose, c'est le rejet du repli identitaire. Les Camerounais ont manifesté une certaine maturité dans le cadre de cette élection. Un exemple symptomatique, c'est dans la ville de Bafang. J'ai vu que Kwemo dirige à deux députés dans la ville de Bafang. Il dirige plus d'une mairie, mais il a eu en tout le Honkam 493 voix. Et Issa Chiroma a eu plus de 72% des suffrages valablement exprimés. Et c'est comme ça dans plusieurs régions du Cameroun. J'ai vu comment est-ce qu'il a été accueilli de manière triomphale, par exemple à Bamenda. Et même dans le sud-ouest, on ne s'y attendait pas beaucoup. J'ai vu également la capacité que les Camerounais ont à pouvoir se surpasser, à pouvoir pardonner. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que on se serait attendu au regard du passé de M. Chiroma qu'il ne bénéficie pas non seulement de l'adhésion populaire nationale qui a été celle de plusieurs Camerounais, mais également qu'ils ne soient pas accueillis comme cela a été dans les régions anglophones. On a également noté, de mon point de vue, la nécessité de pouvoir se défaire de l'ECAM. Parce que je dois le dire, moi je note qu'il y a beaucoup de couacs dans le cadre de l'organisation des élections au Cameroun, et que l'ECAM emporte une grande part de responsabilité. Et l'ECAM ne sait pas tenir son rang. Le Cameroun a véritablement besoin, au sortir de cette élection, d'avoir un organe qui joue véritablement le rôle qui est le sien. Parce que, à la réalité, il n'y a que les fraudeurs qui exigent absolument qu'il faut que les partis politiques puissent avoir tous les procès-verbaux. Parce que, si l'ECAM joue le rôle qui est le sien, de la neutralité, l'indépendance, l'impartialité, qui transpire de son statut, on n'aurait pas besoin d'avoir le représentant d'un parti politique dans un bureau de vote. Un bureau de vote. Le seul fait que nous soyons là, à épiloguer sur le rôle des uns et des autres, sur la présence ou non présence des gens dans les bureaux de vote, est la preuve, il fallait encore le démontrer, de ce que l'ECAM a été incapable au cours de cette élection de jouer son rôle. Et si l'ECAM, de manière répétitive, est incapable de jouer le rôle qui est le sien, il faut absolument qu'on puisse évoluer. On a eu ONEL 1, on a eu ONEL 2. Vous avez vu que même le président de l'ECAM, même le président du conseil électoral, Abraham Egbe, je crois, il y a un peu plus d'une année, au lendemain des élections de 2020, avait demandé qu'il y ait des améliorations dans le corpus juridique qui organise l'ECAM. Si lui, il le dit, qui sommes-nous pour pouvoir dire le contraire aujourd'hui? Donc, l'élection, il y a certainement plusieurs leçons. Voilà quelques-unes de celles que moi j'ai pu tirer, très bien, qui indiquent que le peuple camerounais a soif de changement. Alors, Edmond Kamgia, je voudrais revenir avec vous sur ce que beaucoup appellent dans l'opinion publique. Vous avez parcouru les journaux. Il y a un journal d'émergence qui a parlé de tsunami du Front pour le salut national du Cameroun. Des tendances indiquent que ça, nous ne sommes pas en train de dire les résultats, mais tout au moins que le RDPC aurait fait une contre-performance. Quelles peuvent être les raisons qui justifieraient, n'est-ce pas, ce recul, cette baisse de forme du RDPC? Oui, à côté de ce que j'appellerais le phénomène Chiroma, qui est lié à la soif de changement du peuple camerounais, notamment des électeurs qui sont allés voter, si l'on s'en tient au bureau de vote que nous avons parcouru, ainsi que les bureaux de vote que nos reporters à travers les régions ont parcouru, on assistait à un phénomène Chiroma, à une sorte de vote refuge, ou alors de vote de rejet vis-à-vis du candidat du parti au pouvoir, qui explique la question que vous me posez, une sorte de contre-performance du parti au pouvoir de son candidat. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Et les raisons sont à la fois politiques, juridiques et socio-économiques.
Je commencerai par les questions socio-économiques qui concernent le vécu quotidien des Camerounais. Sur les questions d'eau et énergétique, par exemple l'eau et l'électricité, les Camerounais chaque jour connaissent des délestages, ont des problèmes d'eau, malgré les promesses qui leur sont faites, il n'y a pas la régularité, la permanence de l'eau dans nos maisons, d'énergie dans nos ménages et dans les industries, dans les entreprises. Il y a la vie qui est chère, de plus en plus chère. L'occasion de tomates, il y a quelques jours, c'était 14-15 000 francs. Même quand ça baisse, ça descend rarement à moins de 10 000 francs. Et l'oignon, l'ail, pour parler du panier de la ménagère, la situation est devenue de plus en plus difficile dans un pays où les Camerounais, où leur pouvoir d'achat est de plus en plus faible. On a vu les problèmes d'infrastructures routières, notamment quand vous prenez le cas de Douala simplement, les pénétrants est comme ouest. Malgré ce qu'on a pu assister ces derniers temps, on a eu le sentiment que le gouvernement s'était véritablement réveillé pour que nous ayons véritablement des sorties de Douala pénétrant est-ouest dans de très bons états. C'est lent, c'est beaucoup très lent, et même ce qui a commencé à l'intérieur de nos localités ne sont pas à la mesure des attentes des populations, donc, y compris dans les régions septentrionales, nord, extrême nord, Adamawa. Il y a pratiquement plus de routes nationales. On fait le double des horaires qu'on avait autrefois. Lorsqu'on prend par exemple Maroua-Kousseri. Et ce n'est pas de nature à rassurer les Camerounais. Donc les problèmes d'infrastructure. J'évoquerai deux autres cas majeurs qui peuvent montrer la colère des Camerounais. Voyez-vous, le ministre de la Santé a déclaré que nous avons des plateaux techniques semblables à ceux de la Suisse, des États-Unis, du Canada. On a plus besoin de... Oui, comme le temps américain de Paris. Qu'on n'aura vraiment plus besoin d'évacuation sanitaire. Mais très vite, on a vu comment il a signé et sollicité le concours de la présidence pour faire partie d'une partie du régime qui est décédé récemment. Après une évacuation sanitaire. Donc il y a des mensonges comme ça qui ne passent plus et pour lequel le peuple n'est pas content. Il y a un autre cas que je citerai, la gestion actuelle de la SNH. Au-delà du fait qu'il y a une employée, n'est-ce pas? Il y a une employée qui gère le service juridique de la SNH qui gère pratiquement aujourd'hui. On ne sait qui lui a donné les pouvoirs, qui l'a désigné. Parce qu'aujourd'hui, elle occupe pratiquement les fonctions d'administrateur directeur délégué, qui par ailleurs est son époux. Et elle a créé une société, Siesta, sans qu'il y ait eu une approbation légale.